Concorde et la paix du pays. Présent à Kiev, Pierre-Alexandre Bouclet, reporter à Valeurs Actuelles et spécialiste de l'Europe de l'Est, a été joint par Martial Bild, directeur de la rédaction, en début d'après-midi. Pierre-Alexandre Bouclet, vous vous êtes rendu en Ukraine, sur place. Est-ce que ce que nous vivons actuellement était prévisible? On attendait en fait un accord de sortie de crise et c'est l'embrasement général. Oui, tout à fait. Alors, on s'attendait effectivement à une négociation dans la nuit, et finalement, dans la nuit de lundi à mardi, et les hostilités ont repris mardi, parce que le pouvoir et l'opposition n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Donc, 20 à 30 000 personnes ont manifesté, et en marge, des éléments radicaux ont provoqué des incidents. La police a riposté, et ça a été l'escalade. Donc, les combats, on l'a vu, ont commencé vers 20 h hier soir, se sont poursuivis une bonne partie de la nuit. Les unités spéciales qu'on appelle Berkut ont attaqué les barricades, ils ont incendié un immeuble et les camps de tentes pour chasser un peu les occupants. Ils ont ensuite chargé dans les rues. Au bilan de ce matin, on avait 25 morts, 9 policiers, 16 insurgés, plusieurs centaines de blessés. Alors quand on dit blessés, ça veut dire amputation, brûlures, traumatismes divers. Les hôpitaux sont remplis. La place de l'Indépendance, c'est un champ de bataille. Alors ce matin, il y avait moins d'agitation, mais on trouve encore des militants qui s'organisent. Notamment avec des prêtres qui viennent les accompagner, qui viennent prier et chanter avec eux des chants religieux ou nationalistes. Alors, quelles sont les causes réelles de cette crise? On parlait de sortie de crise une nouvelle fois et d'un seul coup, tout cet embrasement, quelles sont les causes réelles? Alors d'abord, pour bien comprendre, il faut sortir de cette logique Est-Ouest qui est en vogue notamment dans les médias européens. Il y a un discours médiatique récupérateur. Les Ukrainiens ne sont pas morts pour l'Union européenne, ils ne sont pas morts pour Bernard-Henri Lévy qui est venu se faire photographier de manière indécente la semaine dernière sur les barricades. C'est une crise de politique intérieure qui a culminé avec une insurrection contre un chef d'État jugé corrompu et qui a humilié son pays à la face du monde, puisqu'il faut rappeler quand même que Yanukovych n'est même pas spécifiquement pro-russe, il était pro-russe, mais il a provoqué tout seul la crise en se rapprochant de l'Union européenne pour obtenir de l'argent. Ça, c'était il y a 2 mois. Il voulait 650 millions d'euros. Poutine lui a mis la main sur la nuque et lui a dit en gros à la niche, en lui offrant un gros nonos de 15 milliards d'euros, et Yanukovych donc a fait volte-face à 48 heures de la signature d'un accord avec l'Union européenne. Ajouter cette humiliation mondiale au motif de colère interne, c'est-à-dire la corruption, un effondrement du niveau de vie, des privations de liberté diverses, cela a provoqué la révolte que l'on sait donc. Mais on a du mal, Pierre-Alexandre Bouclet, qui connaissait bien l'Ukraine, on a du mal à comprendre les motivations, voire même les profils des forces qui sont en présence. Alors on a 2 camps qui sont tout aussi respectables l'un que l'autre d'ailleurs, mais qui se font face effectivement. D'un côté, on a celui qui soutient le pouvoir en place, qui réunit le Parti des régions, parti russophone, qui rejette l'Union européenne et l'Occident, notamment pour ses mœurs décadentes, pour tout un tas de raisons qui sont parfois légitimes. Ce sont des gens qui sont situés à l'est et au sud, notamment en Crimée, où il existe un tropisme culturel, linguistique et économique pro-russe. Et ils sont soutenus par l'alliance du Parti socialiste, qui sont partisans d'une économie dirigée, et du Parti communiste, qui regroupe des personnes âgées, des retraités, beaucoup qui réclament un retour à l'URSS. Alors ces gens s'accommodent de la corruption et de l'absence de liberté en échange d'un minimum d'ordre, d'un niveau de vie acceptable. Alors ces derniers temps, cela dit, les sondages montrent que Yanukovych a perdu le soutien d'une partie de ces gens, et notamment du principal oligarque pro-russe qui s'appelle Rinat Akhmetov. Il a également perdu le soutien de Vladimir Poutine qui n'a pas voulu le recevoir à Sotchi. Il lui a simplement accordé un entretien dans les tribunes d'un stade. Donc Yanukovych est fragilisé sur ce plan. Et en face, on a les opposants qui sont généralement des petits et des moyens entrepreneurs qui ont souvent qui ont rencontré des difficultés dans les années 90 et 2000 pour s'en sortir et qui refusent le système de corruption généralisé qui est bien plus généralisé qu'en Russie par exemple, là où on peut vraiment monter une entreprise. Ce n'est pas le cas en Ukraine. Oui, mais il y a une internationalisation de la crise, mais si je comprends bien, là, vous êtes vraiment dans la logique des pro-européens et des pro-russes de l'autre, des pro-Union européenne, des pro-Poutine de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre? Alors, attendez, je termine simplement, si vous voulez, la question du camp en face, parce que ce qu'on ignore souvent, c'est que le camp des manifestants est composé de militants identitaires le plus souvent. C'est-à-dire que, outre ces petits et moyens entrepreneurs, on a aussi une bande de bobos, niveau socioculturel élevé, attirés par l'Union européenne. Mais on a aussi des conservateurs et des nationalistes radicaux de l'Ouest qui soutiennent la mouvance populiste de Tymoshenko, Yulia Tymoshenko, la blonde avec ses nattes, qui défend la religion, la famille, l'identité ukrainienne.
Et enfin, les radicaux de Svoboda, qui feraient passer, on va dire, le Front National, le Bloc Identitaire et les jeunesses nationalistes pour des boy scouts en France. Hein. Donc eux, ils estiment qu'il faut chasser le pouvoir en place. Alors, vous parliez de l'internationalisation de la crise, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, en fait, on voit ici, vu de France, deux blocs qui se font face. En fait, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas les pro-Poutine et les pro-Union européenne. Je fais court, mais c'est ça. Non, parce que si vous voulez, il y a des discours médiatiques, encore une fois, tout à fait récupérateurs. Il y a des discours diplomatiques récupérateurs et surtout angéliques. La réalité est beaucoup plus prosaïque. Hein. Pour Moscou, l'Ukraine est une pièce centrale par où transite 65% du gaz russe vers l'Union européenne. La Russie a une base navale à Sébastopol, dans le sud de l'Ukraine, qui est vitale pour son influence en mer Noire et en Méditerranée, on l'a vu avec la crise syrienne. En outre, une Ukraine sous contrôle permet au Kremlin de neutraliser la concurrence. Yanukovych est notamment contesté parce qu'il a vendu des fleurons industriels ou énergétiques aux Russes qui les ont mis en faillite pour préserver leurs propres activités. C'est le cas par exemple d'une usine de nickel près de Kiev. C'est aussi le cas du chantier naval à Nikolaïev dans le sud. De son côté, l'Union européenne n'est pas non plus angélique. Elle a besoin de l'Ukraine pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et pour poser un jalon vers les pays producteurs de gaz et de pétrole d'Asie centrale. Donc il n'y a rien d'humaniste. Et c'est encore moins humaniste parce qu'on s'est aperçu récemment que l'Ukraine est aussi la 4e réserve mondiale de gaz de schiste. Donc en fait, très loin des grands sentiments, l'Union européenne espère sauver la face sur le plan écologique en renonçant au gaz de schiste en Europe, enfin disons en Allemagne ou en France, mais en l'exploitant en Ukraine. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre, si vous voulez. Bon, mais comment vous voyez la suite? Est-ce que vous êtes comme Bernard-Henri Lévy, vous demandez et vous pensez qu'en Ukraine, on souhaite que les Jeux Olympiques s'arrêtent? Mais non. Mais, si vous voulez, pour l'instant, le dialogue est bloqué. On a des crispations internationales. Chacun maintenant s'accuse d'attiser le conflit et l'instabilité. Yanukovych a reçu cette nuit, les membres de l'opposition. Ça s'est terminé sur un statu quo. Il a dit que tout le monde devait rentrer chez soi, sinon il allait accentuer la répression. Dans l'ouest de l'Ukraine, on sait que les nationalistes se sont emparés ce matin de bâtiments publics et de dépôts d'armes. On sait également que les routes ont été bloquées autour de Kiev, mais les militants, les opposants arrivent malgré tout par les forêts, par les bois, etc. Donc, pour être raisonnablement optimiste, disons que c'est vraiment mal parti. Et dernière question, est-ce qu'à Kiev, comment vit-on? Comment vit la population? Est-ce que ce sont des manifestations, des émeutes réduites à une place, celle de l'indépendance, ou est-ce que toute la ville est paralysée? Alors, en fait, le métro a été paralysé hier. Les transports en commun sont paralysés. L'ensemble du centre-ville est réellement une zone de quasi-guerre civile, hein, il faut quand même le dire. Et en revanche, non, on peut circuler en dehors de ces zones-là. Hein. Merci Pierre-Alexandre Bouclet, merci pour ce témoignage. Merci à vous.